On va lancer un espace en fait où les gens vont pouvoir s'abonner à Futura. C'est la première étape d'une stratégie qui est destinée à rapprocher un peu nos internautes du média et de leur proposer d'être plus acteurs, en tout cas de nos marques, de nos supports et de nos projets éditoriaux. Bienvenue sur We Are All Media, le podcast de ceux qui font les médias d'aujourd'hui et de demain. Derrière la magie des écrans télé, ciné et web, des ondes radio ou du papier glacé des magazines, il y a des personnes passionnées et inspirantes. Entrepreneurs, producteurs, créateurs, diffuseurs, artistes, journalistes, influenceurs. On parle de leur parcours, parfois atypique, leur métier, leur expérience, mais aussi leur vision du futur des médias ainsi que des nouvelles façons de consommer les contenus. C'est-à-dire, c'est un peu les caps, hein, c'est comme dans des investissements boursiers ou des portefeuilles. Tu as des caps, tu as des cycles, et c'est un terme qui est intéressant, les intérêts composés, en anglais on appelle ça le compounding, et c'est intéressant aussi au niveau média. On a investi petit à petit sur des contenus nouveaux tout le temps, du chaud, du froid, du chaud, du froid, et en fait, au fil des années et au fil des décennies, ces contenus, par mise à jour, par évolution, ont continué à provoquer des effets et de l'intérêt pour les lecteurs. Et du coup, c'est ce qui explique aussi, à mon sens, les croissances exponentielles. On a 100 000 contenus sur le site aujourd'hui. Donc tout ça produit des effets cumulés qui génèrent des audiences plutôt pas mal. Ouais. Je reçois pour cet épisode Guillaume Josse, le fondateur du média Futura, ex-Futura Science. Ce média, au carrefour de l'exploration, de la technologie et des sciences, a connu un parcours plutôt remarquable. Et pour le décrire, un nombre symbolique, 20. 20 comme 20 ans d'existence, mais aussi 20 comme sa présence dans le top 20 des médias français. On revient sur l'aventure depuis sa création comme pure player dans les prémices du Web 2.0, jusqu'à la création du petit groupe indépendant qu'il est aujourd'hui, pilotant sa propre régie publicitaire et sa filiale d'agence marketing. On parle aussi du développement récent de leur offre de contenu, comme l'audio ou encore leurs initiatives sur TikTok, qui leur permettent de croître à vitesse grand V auprès de nouvelles audiences. On aborde aussi leur business model avec une arrivée du payant, mais pas sous le format classique du paywall. Enfin, on ne pouvait pas ne pas parler du futur et on échange en fin d'épisode sur les technologies qui vont révolutionner les médias dans les prochaines années, et notamment la blockchain. Bon épisode. Bonjour Guillaume. Ravi de te recevoir sur We Are All Media. Salut Simon. Je voulais t'inviter parce que We Are All Media, c'est aussi mettre en lumière des médias différents. Et pour moi, Futura est assez unique. Vous allez bientôt fêter vos 20 ans. Exactement. Vous êtes 100% indépendant, rentable depuis les premiers jours. Et vous êtes basé dans le Sud, ce qui est plutôt rare pour un groupe média. On va revenir ensemble sur qui vous êtes, vos spécificités. Mais déjà, juste quelques chiffres. Futura, c'est 9 millions de visiteurs uniques par mois sur vos différentes marques que sont Futura Science, Futura Santé, Futura Tech, Futura Maison et Futura Planète. Exactement. Vous êtes dans le top 20 des médias français. Tout à fait. Vous êtes un pur player, c'est-à-dire que vous êtes 100% digital. Et votre ligne édito, c'est de la vulgarisation scientifique, de l'exploration au sens large. Je vous en dirai un peu plus sur qui vous êtes. Complètement. Et les points que je voulais aborder avec toi. Évidemment que tu nous racontes l'histoire du média depuis sa création, que tu me parles de vos contenus, de comment vous gagnez de l'argent aussi, parce que c'est important, comment vous travaillez, car vous êtes une équipe plutôt restreinte. En tout cas, vous n'avez pas les mêmes moyens que beaucoup d'autres médias qui sont dans ce top 20. Et puis, on parlera de ce que vous faites aussi sur les nouveaux médias, en particulier sur TikTok, où je crois que vous êtes en train d'exploser. Et puis enfin, on parlera dans la dernière partie réservée au futur des médias, et ça tombe bien puisque vous appelez Futura. Et du coup, je pense qu'on abordera quelques sujets comme la blockchain ou les nouvelles technologies pour rester dans un univers un peu tech et futuriste. Voilà, est-ce que le programme te va ? Ça me semble un joli programme. On va essayer d'aller au bout avec des infos intéressantes. On démarre sur la partie passé, comme tu le sais. Et ma première question, c'est toujours la même. Comment tu es arrivé dans le monde des médias ? Comment ça a commencé pour toi ? La première, en tout cas, rencontre avec les médias, ça a été la consommation, on va dire, ou la lecture de magazines, de revues, de journaux quand j'étais petit.
Ça pouvait être des journaux, des magazines de sciences, hein. Futura, tu l'as dit, on traite de science, et la science, c'est une thématique qui m'a toujours beaucoup plu. Donc j'ai lu pas mal quand j'étais petit sur des magazines scientifiques assez variés. Et c'est et Science et Vie, par voilà, exemple, voilà. Bonjour Science et Vie. pour ne citer que. Ouais. Exactement. Euh, et après, mon père travaillait dans l'industrie, et c'est vrai qu'il me ramenait souvent des journaux comme Les Échos, qu'il laissait sur des coins de table, ou l'usine nouvelle, ou même des revues un petit peu informatiques. Ouais. Il y avait SVM à l'époque, il y avait Science et Vie Micro, Feu Science et Vie Micro. Euh, donc Ouais. j'ai baigné un petit peu dans ça. Après, il y avait l'école, ou je ne sais plus, c'était mes parents, il y avait des magazines un peu, des journaux d'actualité qui s'appelaient les Clés de l'actualité à l'époque. Il y a des formats un peu toujours identiques qui existent aujourd'hui pour essayer de sensibiliser les jeunes à l'importance de bien s'informer. Et je pense que c'est peut-être un sujet sur lequel on reviendra. Et donc à l'époque, en tous les cas, il n'y avait pas le web, hein, et donc avoir des formats qui étaient adaptés aux jeunes, comme les Clés de l'actualité, c'était plutôt sympa. Donc ça a été, je dirais, en tout cas, rentré dans les médias par ce feuilletage, ou en tout cas ces lectures. En tant que consommateur, C'est en ça, fait. exactement. En tous les cas, les sciences, c'est toujours quelque chose qui m'a intéressé, hein. J'ai fait un bac scientifique, j'ai un diplôme, je suis ingénieur en sciences et en sciences télécom, en tout cas en télécom, ingénieur télécom pour être Mm. précis. Télécom est même une spécialisation un peu dans le domaine spatial. Donc j'ai toujours eu, en tout cas, une appétence, on va dire, pour les sciences et la techno. Après, je pense que en y réfléchissant, j'ai eu la chance aussi que mes parents m'offrent un ordi quand j'avais 7 ans. Donc je suis tombé dans l'informatique, en tout cas relativement petit, avec envie de désosser une machine, envie de tester et de jouer un peu avec l'informatique qui était émergente. Là, on est dans les Ouais. années. Moi, je suis né en 82, donc 7 ans, ça veut dire aller 90 environ. Donc, tu vois, c'était les, Mm. les balbutiements, on va dire, de C'est les l'informatique prémices. personnelle. Mm. Et en fait, je pense que j'ai eu envie de découvrir un peu ce qu'était Internet, en fait, de rentrer sur Internet. J'ai pas été très Minitel. Il y avait le Minitel aussi à l'époque. Ouais. Donc, ça a Ouais. été tester Internet. J'ai créé un premier site en 2000, en fait, un site web qui avait simplement pour vocation, en tout cas, je voulais tester un peu comment créer un site, en fait. Alors, c'était du Ouais. HTML, c'était le FTP, on upload des fichiers, c'est magique, ça s'affiche dans un navigateur, on peut le mettre à jour, on peut s'exprimer, on peut écrire, on peut faire plein de choses. Et ce site de test, en fait, donc ça, c'était en 2000. Pour la petite histoire, il s'appelait l'antanides, qui est un élément chimique. Donc voilà, la science a continué un petit peu de suivre mon parcours. Et bon, ce nom était ce qu'il était. Et je pense que peut-être au fond de moi, j'ai Mm. senti c'était peut-être pas un nom génial pour créer quelque chose d'un peu plus important. Et en 2000, moi j'ai eu mon bac en 2000. Et en fait, à l'été Mm. 2000, en fait, il y a une espèce d'illumination un soir sur une envie de faire quelque chose d'un peu plus grand avec une marque. Le nom Futuration, c'est venu un matin en me levant. Je ne sais Mm. pas d'où est venu ce nom, mais c'est ce que tu évoquais, hein, le futur, les sciences. Allez, on met un petit peu les deux à côté, on essaie de voir un peu ce qui Mm. va se passer. Et du coup, voilà, Futuration, c'est même né fin 2000, début 2020, pardon, début 2001. On n'est pas encore en 2021, Mm. 2001. Et, en fait, moi, à l'époque, j'avais déjà des objectifs assez clairs par rapport à Futura Science, en fait, en termes d'ambition. C'était Internet, à l'époque, on était quand même à une ère où il y a eu une bulle, hein, qui est connue Mm. historiquement, économiquement, hein, où à l'époque, le moindre domaine que tu crées en .com, tu pouvais lever des millions pour créer des choses incroyables qui ont très vite malheureusement disparu. Et en fait, l'offre en termes Ouais. d'information était très, très faible. Il y avait quelques sites de sciences qui existaient, mais qui ont justement disparu. C'était des structures qui ont Mm. disparu pour des raisons économiques. Et en fait, voilà, j'avais une envie de pouvoir proposer de l'information, de vulgariser un peu toutes les découvertes qu'il pouvait y avoir en termes scientifiques. J'étais quand même dans mes études. Donc le souhait, c'était aussi de favoriser un peu le goût des jeunes pour la science. On parlait beaucoup à l'époque des problèmes de la recherche, des problèmes de fonds, d'argent
ça n'a pas forcément beaucoup Mm. changé malheureusement. Et donc tout ça a mené un peu à Futura Science, aux prémices un peu du concept. J'étais pas prédestiné en tout cas à tout ce qu'on a pu et ce que j'ai pu faire par la suite. Mais c'est vrai que ça a été après, c'est le côté challenge, c'est-à-dire de voir des résultats, de voir des gens qui viennent, des commentaires, de visites, 10 visites, 50 visites, 100 visites. Après, ça te fait te poser des questions sur, OK, jusqu'où. C'est Ouais, c'est ça que c'est ça que je voulais te demander en fait. C'est à quel moment en fait t'as compris que tu tenais à quelque chose. Et l'autre question c'était aussi, tu l'as dit, tu as commencé à en parler un peu, mais c'est est-ce que tu avais des ambitions dès le début d'être, ouais. voilà, là, aujourd'hui je le disais, on était dans le top 20 médias Mm. français. Euh, Est-ce que c'était dans tes objectifs ou parfois on démarre un projet et puis on se dit juste un side project que je fais par passion et j'ai aucune ambition spécifique dessus. Ouais. Voilà. Bah, en fait, en 2000, donc du coup, bon, j'ai eu mon bac et après, j'ai continué mes études et j'ai voulu aller au bout de mes études. C'est-à-dire, j'ai fini mes études en 2007 avec bon, des classes prépa, une école d'ingé, une année de césure où j'ai travaillé un peu dans l'industrie spatiale. Et j'ai voulu aller au bout de mes études pour avoir un diplôme, notamment parce Mm. que après 2-3 ans en classe prépa, en école d'ingé, c'est vrai que tu investis beaucoup de temps et d'énergie. Et c'est quand même mieux d'avoir un diplôme pour saluer ses efforts plutôt que d'avoir le sentiment de Ouais. revenir un peu à la case Mm. départ. Mais Futura, en fait, j'ai jamais lâché parce qu'il y avait un goût entrepreneurial, je dirais, du développement. C'est-à-dire de progresser sur des chiffres, sur des formats, sur des thématiques. Au début, en fait, Futura, c'était quelques contenus par semaine, c'était des thématiques qui étaient restreintes. Et avec le temps, en fait, il y a eu assez vite l'envie de couvrir au-delà de la science et du spatial. Le spatial, ça a été aussi les premières thématiques parce qu'il y avait des grandes actualités. Il y avait Mars qui arrivait, il y avait beaucoup de Mm. chamboulements, et c'est des thématiques qui font rêver. Quand tu allumes le JT en général, alors bien sûr depuis 1 an et demi, la santé est à la une de nos JT, mais c'est vrai que les cas sciences, ou quand on parle de science à la télé, c'est extrêmement rare. On en parle plus ces temps-ci aussi, heureusement, pour les enjeux climatiques. Mais c'est vrai qu'à l'époque, en tout cas, quand tu voyais débarquer dans le JT des gens, des journalistes, c'était souvent scientifique, c'était souvent pour l'espace. Donc l'espace, il y a ce côté un peu rêveur qui est vraiment qui est fabuleux pour explorer. Et Internet, ça a été un petit peu une exploration. Et du coup, en fait, j'ai continué de le développer à côté de mes études, de manière pragmatique. En gros, c'était le soir, hein. Je faisais mes cours et Mm. après le soir, entre la poire et le dessert, je faisais Futura. Et en fait, je me suis pris à l'envie d'aller plus loin, notamment grâce aux statistiques, en fait, et aux retours qu'on pouvait avoir des internautes. C'est-à-dire, à un moment donné, tu as le sentiment que tu fais pas quelque chose pour rien, que tu intéresses les gens, ils te posent des questions. Il y a des rencontres aussi, c'est-à-dire que Futura. Voilà, c'est ça. À quel moment exactement, c'était quoi concrètement les retours que tu avais? Tu avais des gens qui t'écrivaient? Ouais, en fait, il y a très vite, si tu veux, je pense que c'était au fond de moi-même. Créer quelque chose et aussi le créer à plusieurs. C'est-à-dire, rendons à César ce qui appartient à César. C'est-à-dire, très vite, en fait, sur Futura, j'ai eu l'envie d'aller plus loin en termes de concept. Et en fait, j'ai eu la chance de rencontrer justement sur Respublica et des chatrooms des gens qui étaient passionnés comme moi, en fait, par les sciences. Et j'ai trouvé des super copains qui étaient un peu plus graphistes que moi, qui étaient un peu plus développeurs. Et en fait, au bout de quelques mois, quelques années, c'est avec ces personnes aussi que Futura s'est développé de manière complètement bénévole, avec une mini-équipe qui était constituée. Et c'est aussi une façon de te challenger. C'est-à-dire que c'est notamment vrai aujourd'hui, personne n'a la science infuse, et d'avoir des retours lecteurs ou des retours équipes sur plein de choses, hein, sur des projets. Moi, je les construis beaucoup comme ça aujourd'hui. Nos projets, j'essaie que les équipes s'impliquent, qu'il y ait des consensus, qu'il y ait ça vient pas, toi, c'est pas la parole de Dieu, quoi. C'est à un moment donné, c'est bâtir des projets à plusieurs. Et Futura, ça a été ça. C'est pas une aventure uniquement personnelle. C'était assez vite des rencontres, à la fois amicales, qui ont participé au site. C'était aussi familial, c'est-à-dire ma mère notamment a participé un peu au début de Futura et même travaille encore maintenant à mes côtés, notamment pour travailler avec tous les experts. En fait, Futura, on y reviendra peut-être tout à l'heure.
On a des parrains Mm. plutôt renommés. On a 450 experts qui sont des gens vraiment fabuleux avec lesquels on construit beaucoup de formats aujourd'hui, notamment des lives et des formats interactifs. Donc ça a été un petit peu, pour répondre à ta question, cette stimulation qui m'a poussé personnellement à aller le plus loin possible, c'est-à-dire ne pas lâcher, se dire bon, j'ai créé ça, j'ai envie de franchir des étapes, j'ai envie de monter en puissance. Et après, tu te poses des questions. Tu te dis, j'ai un trafic, comment on le développe, est-ce que les formats plaisent, est-ce qu'ils plaisent pas, est-ce que les thématiques, Mm. comment elles fonctionnent. On a la chance d'avoir des statistiques dès le début. Hein, bonjour AT Internet, bonjour Xiti. On a des stats très vite sur les articles. Mais même en 2002, tu avais de Eh la ouais, data comme ça. j'ai Mm. regardé, Mm. il y a quelques jours, on a un compte AT Internet historique avec des stats qui datent de 2004. J'ai regardé un petit peu les seuils qu'on a franchis et les rythmes, tu vois, à quelle époque on a franchi Ah 1000 oui. visites, 10 000 visites, 100 000 visites. Et en fait, petit à petit, on va dire les briques de Futura en tant que vrai projet d'entreprise et entrepreneurial se sont structurées en termes de compétences. On a eu nos premiers salariés, c'était 2007. Hein. L'entreprise, en fait, moi j'ai fini mes études en 2007 et l'entreprise, je l'ai lancée juste dans la foulée avec le souhait de me donner 2 ans pour essayer de réussir. C'était. Et Hmm. attends, juste si tu peux nous faire les différentes grandes étapes Ouais. un peu en accéléré de la société, c'est-à-dire que donc les premières années, c'était toi, plus comme tu disais, ta maman et puis peut-être d'autres personnes autour de Oui. toi qui t'aidaient. À quel moment tu as commencé à t'embaucher, entre guillemets, le premier Hmm. salarié? À quel moment, voilà, jusqu'à aujourd'hui, en fait, comment ça a grossi? Est-ce que ça a été linéaire? Ou est-ce que d'un coup, tu as grossi et puis vous êtes resté. Enfin, tu vois, Oui, oui, c'est carrément. comment ça s'est passé? Alors, au départ, en fait, c'était associatif. C'est-à-dire que c'était complètement bénévole. Il y avait pas de structure. Il y avait une structure en fait d'association, hein, qui nous a permis d'ailleurs d'avoir un statut, qui nous a permis d'aller faire à l'époque ces demandes de subventions extraterrestre auprès, Ouais. auprès de l'administration. Et en fait, l'entreprise, moi, j'ai lancé en 2007. Et c'est là, en fait, où on a eu, on va dire, vraiment nos premiers salariés, qui étaient en fait des journalistes, principalement, et qui étaient des personnes Mm. qui avaient travaillé sur Futura précédemment. On avait notre ex-rédacteur en chef, notamment Jean-Luc Goudet, là, à qui je tiens, c'était malheureusement une personne qui est décédée. Bon, c'est la minute moins drôle, mais en tout cas, j'ai juste lui rendre un petit hommage parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup participé au Futura, qui était à mon sens, un grand Mm. journaliste. Donc, c'était des personnes, voilà, Ok. qui étaient avec Futura, qui ont compris assez vite nos ambitions. C'est-à-dire, c'est des ambitions modestes, mais qui sont, je pense, importantes aujourd'hui de vulgariser avec rigueur les découvertes scientifiques. Et c'est ces clés qu'on a posées. Donc 2007, création de l'entreprise. Et après, on a grandi assez linéairement, c'est-à-dire on est indépendant, on n'a jamais levé de fonds. Moi, j'ai géré ça de manière plutôt précautionneuse et par étapes, sans me mettre vraiment trop de pression. J'ai été plutôt Mm. satisfait des évolutions. On a suivi des cycles d'Internet. Hein. Est-ce que c'est les réseaux sociaux? Est-ce que c'est la Mm. vidéo? Est-ce que c'est l'audio? Donc 2007, ça a été ouais, le lancement. Après, il y a eu une progression jusqu'en 2012. Et 2012, en fait, une diversification. Et en fait, j'ai lancé une autre structure qui s'appelle Mediazine, en fait, qu'une agence de web marketing que j'ai lancée avec mon associé là, D'accord. qui s'appelle Brice Roy et qui vient de Pixmania, du monde du lead gen. Donc, ça a été un moyen, si tu veux, de diversifier à titre personnel ou en termes ouais, d'entrepreneuriat un petit peu nous et mes activités ou les produits aussi. Ça a été de découvrir un univers un petit peu nouveau, c'est un nouveau projet. Donc ça a été une étape importante à titre personnel aussi en termes de suivi, puisque Mediazine est et toujours aujourd'hui une entreprise où j'interviens plutôt pas mal. Ça, c'est Mm. 2012. Ensuite, il y a eu 2016. 2016, les grosses étapes, c'est à la fois le rebranding, c'est-à-dire que la marque Amiral était Futura Science, la marque première, et en Mm. 2016, on pivote autour de la marque Futura, avec donc un rebranding, avec une refonte du site complète, avec la création du groupe Made in Futura pour soutenir en fait les deux structures. Alors, ce n'est qu'une marque, ce n'est pas une structure administrative, mais l'ambition était de construire un groupe avec ces deux piliers, d'avoir aussi un objectif de communication interne ou externe
pour notre staff, pour expliquer voilà, au marché aussi comment on se structurait. Et après, ça a été petit à petit, on a essayé de rapprocher notre centre de gravité, de notre centre de décision, toutes les activités, produits ou économiques qui étaient stratégiques, dont l'activité régie. Et en 2019, ça a été le lancement avec Humanoid, en joint venture de la régie 19 Média pour commercialiser en fait en propre nos inventaires publicitaires. Donc ça, c'est les grandes étapes, on va dire, si Les si grandes je puis étapes, dire, ouais. industrielles. Et après, les audiences, je regardais d'ailleurs hier sur nos magnifiques AT Internet depuis 2014. Et en fait, ça a été assez exponentiel. C'est-à-dire, c'est un peu les caps, hein, c'est comme dans des investissements boursiers ou des portefeuilles. Tu as des caps, tu as des cycles, et c'est un terme qui est intéressant, les intérêts composés, en anglais on appelle ça le compounding. Et c'est intéressant aussi Mm. au niveau média, je trouve pour nous, puisqu'en fait, on a investi petit à petit sur des contenus nouveaux tout le temps, du chaud, du froid, du chaud, du froid. Et en fait, au fil des années et au fil des décennies, ces contenus, par mise à jour, par évolution, ont continué à provoquer des effets et de l'intérêt pour les lecteurs. Et du coup, c'est ce qui explique aussi, à mon sens, les croissances exponentielles, au-delà des enjeux aussi écosystèmes. On y reviendra peut-être plus tard, mais je pense qu'on a la chance d'être à une époque où les médias, les sites ont quand même beaucoup d'attention et beaucoup d'exposition, plus qu'à une époque, je trouve, plus qu'il y a quelques années. C'est bon, faut dire les choses comme elles sont aussi. Ça vient pas de nulle part, ça vient des GAFA et d'un en particulier qui redistribue beaucoup de trafic sur les médias par des enjeux d'algo, par des enjeux de plein de choses. Mais on a une ère où les médias ont quand même une grosse visibilité. Donc, si tu couples en fait cette synchronisation Ouais. entre voilà, les enjeux de trafic, de visibilité et le catalogue Futura, hein, si je puis m'exprimer ainsi, on a 100 000 contenus sur Mm. le site aujourd'hui. Donc tout ça produit des effets cumulés qui génèrent des audiences plutôt pas mal. Ouais. Mais pour être concret, quand tu dis, c'est intéressant cette notion d'effet cumulé, mais Ouais. quand tu dis le catalogue, c'est-à-dire que typiquement, avant, j'imagine, dans les débuts des années 2000, vous étiez plutôt sur la rédaction de texte, puisque c'est ça qui fonctionnait, c'était Google. Et puis ensuite, ces articles-là, à un moment donné, vous avez continué de les mettre à jour, et puis à un moment donné, vous avez pu en faire un format audio peut-être, ou un format vidéo. Exactement. Est-ce que c'est un peu ça? Ouais, c'est ça, ok. C'est en fait sur ce qui a été, je pense aussi une clé du succès et qui est, je pense, un bon conseil pour tout type d'activité ou d'entreprise, médias en particulier, c'est de limiter les dépendances ou de diversifier. C'est de limiter les dépendances à des canaux de diffusion. T'es que audio, t'es que social. Il y a eu des vagues Mm. sociales, hein, en tout cas des vagues sur les réseaux sociaux, de médias qui ont disparu parce que Facebook modifie ses algos, et c'est aussi le cas sur Google. Hein. Je pense à toute l'industrie Mm. e-commerce, les Twenga, avec les pandas et les algos comme ça, qui ont dû licencier 80 personnes au UK parce que Google et Google Shopping est arrivé et qu'il a décidé que Twenga devait disparaître. Donc quand tu es dépendant d'un seul canal, ça peut poser problème. Nous, sur les formats, c'est aussi le cas. C'est-à-dire qu'on a le démarrage, ça a été de l'actualité, ça a été de la news. Et très vite, en fait, par intérêt, par complémentarité, on est allé vers des formats textes différents. C'est le dictionnaire, donc c'est donner encore plus de clés, parce que c'est pas mal, parce qu'en fait, ça évite de te répéter. C'est-à-dire quand tu parles d'ADN, quand tu parles de réchauffement climatique, de plein de sujets, d'avoir une définition à Ouais. côté à laquelle les internautes peuvent accéder, c'est un super support pour vulgariser et apprendre des choses, des questions-réponses, dans des contenus plus pratiques, des diaporamas, Donc du contenu froid, c'est ce c'est que tu ça, disais, du contenu froid type définition, dictionnaire, explication, exactement, et du contenu chaud d'actualité. exactement. Et ça, après là où je te rejoins, tu as raison dans l'analyse, c'est que ces catalogues en fait, ces archives, c'est bien, mais bon, des Mm. archives qui dorment, ça sert pas à grand chose. Donc nous on est dans un modèle open, hein, c'est-à-dire l'ensemble du site aujourd'hui il est complètement gratuit, il n'y a aucune archive loquée, il n'y a pas de paywall, il n'y a rien du tout. Et donc du coup ça nous amène aussi à faire un travail régulier de mise à jour
sur ces contenus, de relance aussi. On éditorialise le site avec des moments où on va ressortir des contenus sur de la saisonnalité, sur des événements. Et Mm. l'intérêt aussi de cette bibliothèque, c'est de pouvoir, comme tu le dis très bien, aller s'en servir pour les adapter sur de la vidéo, les adapter sur de l'audio. L'audio, on n'en est pas encore à adapter en masse, on va dire, ces contenus, puisqu'on est, on est un chemin, on est sur le chemin plutôt d'une création de formats assez originaux, nouveaux, plutôt que de Ouais. faire du mass Mm. podcast, si je puis dire. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Ouais. Et c'est une stratégie double, hein. C'est toujours un peu la stratégie que j'ai essayé de suivre pour Futura, entre à la fois des contenus originaux exclusifs, voire même que seul Futura peut ou doit traiter. C'est-à-dire, j'ai toujours dit à nos rédacteurs et journalistes qu'il y a des sujets où on n'attend pas forcément que ce soit des blockbusters ou des sujets d'audience phénoménales, mais on doit les traiter parce que c'est des sujets de découverte majeure. Et peut-être que si Futura ne les traite pas, personne d'autre les traitera, parce que c'est peut-être pas très sexy. Mais au fond, fondamentalement, Mm. si notre journaliste pense que c'est une vraie avancée, il faut qu'on le traite. Et donc, contenu en fait nécessaire, important, et après, attracteur d'audience. Attracteur d'audience, c'est que on a certains types de contenus qui sont plus légers, qui sont plus pratiques, qui sont moins science pure et dure, mais qui sont tout aussi intéressants et qui en fait complètent le parcours de lecture et de découverte sur Futura, peuvent être consommés à des moments différents, dans la journée, dans les week-ends. Tu t'es pas Mm. attentif aux mêmes informations, au même type de contenu à tous les moments. Et ça, on a toujours essayé de cultiver un peu cette dualité pour pouvoir jouer avec les contenus, avec la narration. Et ce Mm. que je considère qu'un média, c'est un petit peu un être vivant qui évolue. Et c'est aussi un jeu avec les audiences. Il faut tester. Ça marche pas. T'apprends. Et donc, on a cette chance, peut-être plus que dans certaines industries, bah, sur un média. Alors, tu as des responsabilités. Hein, on peut pas tester tout et n'importe quoi dans n'importe quelle forme. Mais malgré tout, quand un matin ou un soir, tu as envie de tester un push, un sujet ou une thématique, bah, très vite, tu as un retour et tu vois si ça marche ou tu vois si tu es allé un peu trop loin, parce que quand on va un peu trop loin ou si on dérape, on a nos chères audiences qui sont là pour nous le rappeler. Et ça fait partie aussi des forces et de l'intérêt des médias et d'Internet. J'ai présenté Hmm. en quelques mots dans l'intro vos différentes marques. J'ai parlé un petit peu aussi de vos audiences. Oui. Est-ce que en mode elevator pitch, quelques 2 minutes, mais est-ce que tu peux nous redire un peu aujourd'hui ton groupe, rappeler donc ta régie, voilà, et surtout rappeler les audiences. En quelques mots, en tous les cas, voilà, il y a deux piliers au niveau du groupe. La régie, c'est quelque chose qui n'est pas fondamentalement intégré, on va dire. On est actionnaire et c'est un, c'est un, c'est une belle structure. Mais c'est vrai que moi, en tout cas, ce qui va concentrer principalement aujourd'hui, en tous les cas, ce podcast, c'est vraiment le côté média. Donc, dans le groupe, il y a Mm. ces deux structures, hein, Futura et Mediazine. Aujourd'hui, Futura, tu le rappelais, c'est 9 millions de visiteurs uniques, mais ça, on parle effectivement de visiteurs Mm. uniques médiamétrie, donc audité avec médiamétrie. En termes de sessions, c'est 30 millions quasiment de sessions mensuelles Par ouais, mois. exactement, sur le Mm. mois de janvier. Bon, février est plus court, donc c'est pour ça Sur, que j'aime bien janvier. sur l'ensemble des sites, Oui. des Alors, marques. ce qui fait la particularité de Futura, et ça a été souvent l'enjeu de questionnement et de réflexion, c'est qu'en fait, on a un seul site, une seule URL, futura-science.com Mm. pour la petite pub. Et en fait, c'est autour de cette marque, Futura, qu'il y a des sous-marques et qu'il y a des univers. Donc, c'est la partie santé, science, tech, maison, planète. Et ces univers sont assez Mm. bien répartis en termes d'audience. C'est assez équivalent. Il y a un petit plus, un petit lead quand même pour la partie science, évidemment, un petit peu plus historique. Mais l'enjeu pour nous, ça a toujours été de développer un peu ces cinq rubriques. Donc voilà, donc 30 millions de sessions. Aujourd'hui, sur la partie Futura, on est quasiment une vingtaine, en tous les cas, de salariés, avec pas mal de métiers hein, d'intégrer. Hein. C'est des métiers de journalistes,
c'est des métiers très web dans l'essence, hein, le SEO, les réseaux sociaux, les métiers, j'ai envie de dire, journalistes multimédia. Est-ce que c'est la vidéo? Est-ce que c'est l'audio? Développeurs, commerciaux. Donc une petite entreprise en tous les cas et des business units assez classiques en tous les cas dans l'essence. Ensuite, sur Mediazine, on peut effectivement se poser une minute. Aujourd'hui, Mediazine, sur Futura, notre étalon, c'est vraiment le contenu. C'est-à-dire que le contenu, c'est notre donnée, c'est ce qui fait vivre et évoluer le site. Sur Mediazine, c'est de la donnée. Donc en gros, Mediazine est une agence qui génère de la data, donc plutôt des fiches clients qualifiées sur plutôt des secteurs d'activité de plus en plus spécifiques. Est-ce que c'est la formation? Est-ce que c'est la mutuelle? Est-ce que c'est l'automobile? Donc l'enjeu de Mediazine, c'est vraiment de générer de la donnée chaude et qualifiée pour des call centers, pour des marques médias. On travaille beaucoup avec Mediazine sur de la collecte, en tout cas d'abonnés, pour des marques médias, pour des newsletters. Voilà, donc ça fait, on a des groupes assez. Donc concrètement, pour bien comprendre, vous collectez de la data, donc c'est-à-dire que des personnes qui viennent se connecter sur votre média principal, vous êtes en mesure de, entre guillemets, enrichir un peu cette donnée ou de savoir un peu qui ils sont et avec plus ou moins leur consentement Ouais. de revendre cette donnée à des marques ou des groupes médias. C'est des activités assez séparées, hein. C'est-à-dire la collecte de données là, sur les thématiques que j'évoque. Mediazine a ses outils, sa techno. C'est ce qui fait d'ailleurs partie des fondamentaux du groupe, hein. C'est-à-dire on a développé tous nos applicatifs, tous les outils, hein, les plateformes, on a tout développé au fil des années. Donc c'est les petits avantages, on va dire, technologiques. Mais Mediazine a ses opérations. Mediazine fait de la collecte par des leviers SIA, hein. Est-ce que c'est les réseaux sociaux? Est-ce que c'est le search? Donc Mediazine a ses propres canaux d'acquisition, ses bases de données, avec tout un tas d'emails qualifiés, segmentés. La data segmentée, c'est mieux que des gros paquets de données. Typiquement, comment vous un exemple de récupération de données et de justement de comment vous les segmentez? En fait, on crée des landing pages sur ces thématiques avec des questionnaires. Des questionnaires sur des questions. En tout cas, les agences de web marketing et notamment les métiers de la collecte viennent du monde de l'incentive et des jeux concours. Donc tous les fondamentaux aujourd'hui de grandes boîtes, de grandes entreprises de collecte, le dispositif de base, il y a une petite décennie, c'était un jeu concours. Tu faisais gagner un voyage je ne sais où, un an de course. Donc ça, c'est la mécanique de base. Le problème de ça, c'est qu'au fil des années, en fait, c'est une économie où le gain par lead s'est complètement écroulé et qu'en gros, il a fallu faire mieux que du sponsoring, de la co-illustration en termes de format et d'améliorer petit à petit la qualification. Donc ça a été, en tout cas nous, c'est notre choix, ça a été d'aller vers des leads à beaucoup plus forte valeur ajoutée et où il y a plus de scénarios, pour le coup, d'automation, de ciblage et plus d'intelligence humaine pour aller essayer de toucher et toper, on va dire, ces bonnes audiences. Mais c'est vrai que... Mais du coup, vous leur donnez pas, parce qu'effectivement, s'il n'y a pas une promesse de jeu concours, peut y avoir dans certains cas une promesse de contenu, par exemple. Oui. C'est pas forcément ce que vous faites. Contenu, non, parce que non, ça c'est très vrai. Alors, ça peut être très vrai dans le B2B. Dans le B2B, où effectivement, tu peux avoir un livre blanc dans de l'industrie, dans plein de sujets, hein, la tech. Il y a des boîtes de tech qui font ça très bien, pour des serveurs d'ailleurs, pour plein de sujets. Nous, c'est vraiment soit une promesse, c'était historiquement un incentive assez basique, et par le temps, en fait, ça a été aussi une promesse de service. C'est-à-dire quand tu as un besoin sur une mutuelle ou sur un crédit immobilier, la promesse, c'est de te proposer un service de qualité pour aller trouver une offre qui est plus compétitive et te proposer un partenariat avec une marque de qualité, quoi. Revenons un peu sur la partie média, du coup, contenu. Est-ce que tu peux nous parler un peu de vos derniers développements? Alors, j'ai vu, vous avez annoncé de l'audio, Ouais. un développement d'une offre audio, notamment avec Bababam, du TikTok, j'en parlais en intro, mais
c'est un canal que, à mon avis, vous avez bien réussi à explorer et à exploiter surtout. Ces dernières années, en fait, on a travaillé aussi sur les thématiques du site et on a continuellement, on va dire, renouvelé oui, les secteurs d'activité qu'on pouvait adresser en termes de contenu, en gardant évidemment une légitimité, une proximité par rapport au Futura. Mais il y a deux marques que j'aimerais citer qui sont Smart Motion et Skills. Smart Motion, c'est une marque qu'on a lancée il y a un an et demi, pour structurer en fait sur le site toute une zone dédiée à la mobilité. Donc la mobilité, c'est les voitures électriques et les transports du futur, évidemment dans une logique de basse consommation, d'efficacité énergétique. Ça, c'est quand même un élément fondamental. Et Skills, en fait, c'est une marque qui est dédiée à la formation, formation professionnelle, à l'éducation, aux étudiants. Donc ça a été une manière, si tu veux, pour nous, petit à petit. On parlait tout à l'heure des motivateurs du développement. Les motivateurs de développement, pour moi, ça a toujours été que Futura soit un média spécialisé, un grand média spécialisé parmi les médias généralistes. D'ailleurs, c'est notre petite fierté d'être effectivement, d'avoir de grandes et belles audiences en n'ayant pas tout un pan de contenu thématique, politique, économique, qu'ont People, qu'ont les gros médias généralistes. Euh, et du coup, en fait, on a continué à structurer un peu ces thématiques en observant nos concurrents. Est-ce que c'est santé, Doctissimo au féminin et plein d'autres? Est-ce que c'est au niveau étudiant, voilà, certains autres sites? Donc petit à petit, en fait, on a mis en place des têtes de pont pour continuer à ouvrir nos thématiques et à renforcer le site et à se diversifier. Encore une fois, je pense que c'est un mot d'ordre important. Cette diversification, après, ce que tu soulignais, c'est qu'on l'a opéré au fil des années sur des plateformes externes. On vient d'un monde en 2005 où les gens encore allaient sur futurascience.com, lemonde.fr. Aujourd'hui, et même depuis longtemps, depuis une dizaine d'années, il y a les réseaux sociaux, il y a les applications. Donc il faut aller à eux. Et Futura a déployé une stratégie de marque un peu progressive sur ces univers, au départ en observant, en copiant-collant, et petit à petit, en fonction du potentiel ou des résultats, en développant des offres spécifiques. Donc TikTok, c'est un bon exemple d'offres un petit peu spécifiques. Et on a pas mal de choses qui vont sortir là, vraiment très dédiées à TikTok dans les semaines qui viennent, en termes de live, en termes de journalistes qui vont intervenir aussi, d'incarnation, etc., etc. TikTok, ça a été l'innovation pendant la crise Covid. La crise Covid, les crises, les crises, c'est souvent les moyens d'innover. En tous les cas, moi je l'ai perçu comme ça. Une crise, ça secoue certains fondamentaux. Tu peux contracter, ça peut remettre en cause, mais ça ouvre des horizons et ça fait réfléchir. Et nous, ça nous a, en tout cas, on a été opportuniste. TikTok, c'était quelque chose qu'on observait, on n'était pas encore vraiment allé. Voilà, on a tous vu des choses incroyables sur TikTok, ou marrantes, ou amusantes, ou qui nous détendaient durant le confinement sur TikTok. Donc très vite, et je salue nos équipes et notre équipe sur sa réactivité et aussi son goût de l'innovation et son goût du risque. Très vite, on s'est dit, allez, boum, TikTok, on y va. On a testé quelques formats, ça a pris. On a eu des relations assez rapides avec les équipes de TikTok, qui est aussi quelque chose, je pense, d'important dans tous ces développements. Tu as des plateformes, tu as des marques, tu as des univers où tu as plus ou moins de chances d'écoute. Et c'est vrai que quand on a la chance, des fois, sur certaines marques ou réseaux, d'avoir en face des équipes qui soutiennent des projets, je pense que c'est relativement important. Et là, très vite, ça a émergé. C'est vrai qu'il y avait des usages qui étaient portés. Il y a eu des accélérations en termes de téléchargement. Sur TikTok, j'ai plus les courbes en tête, mais entre mars et l'été, ça a été phénoménal. Donc on a surfé sur la vague. Aujourd'hui, effectivement, on a, je ne sais plus si c'est 300 000 ou 400 000, mais on a un bon petit réseau. On n'était pas parmi les premiers, mais on a pris une bonne place. Et aujourd'hui, en fait, on essaie de continuer à façonner cette recette. On a fait des lives durant l'été avec 10 000 jeunes qui débarquent sur un live en plein milieu du mois de juillet. Et c'est impressionnant de voir la puissance comme ça d'un réseau s'incarner. Notre journaliste qui est jeune, mais qui n'a pas non plus 18 ans, a eu affaire à plein de petits, comme on dit, ou plein de petites remarques de jeunes très amusantes, où des fois il fallait décrypter.
les langages évoluent, hein, et même des fois seulement en ayant 50 différences, tu as des mimiques et t'as des mots ou tu as des acronymes que tu as du mal à comprendre. Donc c'était une belle expérience, mais, mais ça soutient aussi l'ambition de Futura, c'est-à-dire Futura, moi j'ai toujours voulu défendre cette marque comme une marque accessible et une marque qui doit s'adresser à un public large de 7 à 77 ans, comme on dit. Donc on a eu une Mm. grosse audience étudiante historiquement. On parle de science, on a des forums hein, où si un jour tu as un Mm. problème, tu es confronté à une équation du troisième degré ou une intégrale dans tes recherches, je crois que tu travailles dans des sujets un peu blockchain, vidéo, etc. Peut-être que si tu as des magnifiques équations à résoudre, nos forums seront super pour ça. Mais donc les étudiants voilà, adorent nos forums. On a une encyclopédie, donc ça les aide dans leur parcours. Et c'est cool de pouvoir leur proposer des formats dédiés. Et c'est comme ça qu'on a petit à petit adapté les formats de Futura en testant des choses. Mm. Les codes évoluent vite hein, aussi. C'est-à-dire ce qu'on Ouais, faisait ouais. sur TikTok au mois de mars, on ne le faisait plus au mois de juin et on ne le faisait plus au mois d'octobre. Et ça, c'est Internet. Internet, c'est un mois, 2 mois, 6 mois où il faut sans arrêt se réadapter. Cet être vivant, ce monstre qui évolue, il faut savoir le suivre. Et c'est aussi, je pense, Ouais, l'intérêt. ouais, ouais, c'est une capacité d'adaptation qui est énorme et ça va encore plus vite aujourd'hui. Et si sur ton offre audio, Ouais. j'ai l'impression que vous avez un peu structuré des choses dernièrement. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Ouais. Alors, l'audio, en fait, on est rentré dans l'audio il y a très longtemps, en 2007-2008, avec les premiers podcasts qui émergeaient, des annuaires de podcasts qui étaient là. On a très vite, en fait, lancé un podcast de science, d'actualité. Justement, hein, ça s'est fait avec une personne qui était Franck, qui était au début de l'aventure un peu de Futura, et qui faisait de la radio et qui était passionné un peu d'audio. Donc, on a lancé un premier podcast il y a fort longtemps et qu'on a maintenu. Et Mm. le podcast a eu une grosse traversée du désert par manque d'usage en fait hein, et d'accès Mm. à l'audio. Et c'est vrai que depuis 2-3 ans, l'audio en tout cas a beaucoup secoué, s'est redressé, les usages, il y a eu des accélérations. Est-ce que c'est, bon, bien sûr, en France notamment, le confinement Covid qui a démultiplié les usages? Est-ce que c'est les applications, la mobilité? Est-ce que c'est les Mm. écouteurs, oui, les écouteurs aussi, pour avoir une meilleure expérience audio, le sans fil, les voitures? Donc, c'est ce que disait notre cher Pierre dans un numéro, je crois, chez toi. Pierre C'est Orlac, ouais. exactement. Mm. Donc, les usages, évidemment, aident. Et donc, en fait, on a réécrit notre promesse à partir de l'été dernier. On a recruté quelqu'un, notamment de spécialisé, pour nous aider à structurer un petit peu les formats, poser des voix, réfléchir. Et ça s'est fait Mm. même, si je suis plus juste, durant le confinement. C'est-à-dire, c'était un projet qu'on voulait lancer et le crise, innovation, ça nous a amené à se dire, OK, si on lance pas un podcast durant le confinement, on n'en lancera jamais. Donc en gros, on s'est mis en ordre de marche pour, en un mois, en fait, lancer un nouveau format avec une identité visuelle, une identité sonore qu'on a essayé de travailler. Nos journalistes se sont Mm. mobilisés pour voilà, essayer d'apprendre, de progresser sur les voix, sur l'incarnation. Et donc ça a été la renaissance du phénix, si je puis dire. Ça a été avril-mai. Mm. Chasseur de sciences, qui est un podcast un petit peu sur l'histoire des sciences, sur des grandes découvertes, où on essaie. D'ailleurs, le premier numéro, c'était sur la chloroquine, en tout cas, et l'ancêtre de la chloroquine, plus précisément, qui a fait couler Mm. beaucoup d'encre durant Ouais. Covid. Euh, donc voilà, ça a été à la fois la réécriture de notre promesse, ça a été Mm. l'accélération sous Covid, et aujourd'hui, en fait, on a 4 rendez-vous qui sont présents sur toutes les bonnes plateformes, avec des temporalités différentes, bimensuelles, Mm. hebdomadaires. Et donc, on structure pour accélérer. On a des concepts qui sont en préparation avec des fréquences plus fortes. On essaie aussi de travailler sous forme de grille un peu audio. C'est-à-dire, ce qui est sympa avec les podcasts et les contenus, c'est que tu as des planifications, tu as des grilles éditoriales. Est-ce que c'est tous les vendredis? Est-ce que c'est mercredi numéro spécial et vendredi numéro classique? Donc, on joue un petit peu avec ça. On a un podcast d'actu, on a sorti des pastilles spécifiques sur le Covid, justement, pour coller un petit peu à l'actualité avec un rendez-vous dédié.
On monte des partenariats aussi avec un sourcing audio sur des formats un petit peu sympas. On va avoir des bandes audio un petit peu originales et exclusives, des personnalités qu'on va incarner. Je reviens sur les experts de Futura et c'est vraiment un des fondamentaux du site, ces personnalités. Donc c'est en accélération. Aujourd'hui, on n'est pas encore, on va dire, parmi les grands, mais on essaie d'apprendre vite, on essaie d'accélérer, et on a l'ambition de dépasser le million d'écoutes d'ici la fin de l'année, avec pas forcément beaucoup de formats, parce que je considère, ça c'est les apprentissages de l'entrepreneuriat. À un moment donné, il ne faut pas lancer trop de choses, il faut les lancer petit à petit, bien les suivre et les structurer plutôt que de se disperser. Donc on a 4 belles prods qu'on va monter en puissance. Et après, en fait, si tu veux, c'est un cycle itératif d'équilibre business. C'est-à-dire, on fait des prods pour des partenaires. Donc, c'est-à-dire, on produit des podcasts pour un certain nombre de partenaires, soit de l'audio en tant que ressource, qu'on peut leur mettre à disposition pour leur site, ou alors carrément un podcast. On a un podcast sur l'open innovation qui va sortir, par exemple, avec un partenaire d'Assosystème. Bon, à toi de voir s'il faut le couper ou pas. Mais en tout cas, voilà, on travaille aussi, on essaie, moi j'ai toujours essayé d'équilibrer nos modèles économiques. Donc le podcast, c'est du temps, c'est des investissements, donc on peut le monétiser. Exactement. Et je voulais juste que tu nous parles, pareil, en 2 mots, de votre modèle économique. Bon, tu l'as déjà un peu dit, vous êtes 100% gratuit, donc c'est financé par des annonceurs. Est-ce que tu peux nous dire rapidement comment vous fonctionnez aujourd'hui ? Tout à fait. Alors, le site effectivement est complètement ouvert et accessible. Aujourd'hui, en fait, le modèle, il tourne autour de trois grands axes. C'est effectivement la publicité, en tout cas traditionnelle, la vente d'espace, qui est un métier vieux comme le monde, qui évidemment a eu ses révolutions technologiques, programmatiques, et plein d'autres sujets. Il y en a encore en ce moment avec les règles RGPD, les règles du consentement, les règles de la CNIL à partir du mois d'avril, et donc des remises en cause permanentes. C'est-à-dire les médias, l'économie, ça bouge tout le temps. Donc ces métiers ont évolué, mais les fondamentaux sont les mêmes. C'est proposer des espaces qualifiés, thématiques à des annonceurs pour des campagnes de communication en ayant de la performance qui est de plus en plus exigée et importante, pas seulement sur du clic, mais est-ce que c'est de la complétion sur des vidéos, est-ce que c'est du retour sur site. Donc ça, c'est notre premier métier, en tout cas c'est notre premier en tout cas business model, c'est en tout cas la publicité classique. Ensuite, on a toute une partie qui va tourner autour des OPS, de la création de contenu et d'opérations de communication. Donc les opérations spéciales. Oui. Je précise. Tu fais bien opérations spéciales, à la fois sur notre média, mais aussi en tant que studio. C'est-à-dire ce qu'on a lancé il y a à peu près 2 ans, c'est en gros, depuis les débuts de Futura, en fait très vite on s'est confronté on a eu les opportunités d'à la fois accompagner des clients pour communiquer sur Futura. Est-ce que c'est une marque qui voulait communiquer auprès des étudiants? Est-ce que c'est une marque qui voulait se positionner sur l'espace santé? Et on a aussi eu des besoins de marques, de clients qui émergeaient sur Internet, qui voulaient monter des stratégies, qui avaient besoin de conseils. Et donc ce conseil, on l'a fait progressivement. Et on a structuré en fait un studio il y a 2-3 ans qui en fait met au service de partenaires les recettes et succès de Futura. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, ce deuxième pan un peu de notre business model, c'est de la production de contenu, c'est de la stratégie éditoriale, c'est de la production audio, c'est de la captation vidéo. Donc c'est tous les métiers qui sont liés à notre média qu'on met au service de partenaires dans leurs enjeux digitaux, notamment pour leur support. Il y a souvent un croisement avec Futura, c'est-à-dire en général quand un client vient nous voir, c'est aussi que Futura en tant que média ou en tant que marque l'intéresse pour ces problématiques. Mais ça nous est arrivé pour certaines marques de concevoir toute leur stratégie sociale et qui n'est pas forcément un lien direct avec Futura. Donc ça, c'est le deuxième en fait sujet, c'est vraiment l'opération spéciale, mais au-delà de ça, la stratégie online. Réfléchir à
les cibles, les formats et arriver à monter ce genre d'OP. Le troisième levier qui va se développer, c'est tout ce qui est le content to commerce. Donc, c'est les recommandations produits, toute la liaison qui peut s'opérer avec l'e-commerce sur l'affiliation, sur des guides d'achat, sur des tests de produits. Et ça, c'était moins évident et moins immédiat pour nous, puisqu'en tant que média de décodage un peu des sciences et des technos, on avait une approche et une proximité dans la décision d'achat qui était un peu plus lointaine que des purs sites, on va dire, tech, mais par la force des choses et aussi par un besoin, on a eu on a regardé ce qui marchait, on a testé, on a eu des demandes aussi de partenaires pour avancer. Et donc, petit à petit, on a structuré aussi là-dessus tout un pôle. Et aujourd'hui, c'est pareil, c'est un secteur c'est en tout cas un pilier qui se développe plutôt fortement. Les médias sont des prescripteurs extrêmement forts. Donc, tout l'enjeu, c'est d'arriver en tant que média à avoir les garde-fous, à arriver à créer des bonnes zones sur le site pour qu'on ne confonde pas un bon plan avec un décodage d'actualité. Et ce qui est marrant des fois, c'est que sur l'actualité tech, par exemple, évidemment, on parle d'actualité, on parle de toutes les marques, Apple, Microsoft, Samsung et toutes ces marques. Mais on a des fois des internautes qui nous disent « mais c'est bizarre, vous êtes pro Apple, vous êtes pro Mac, vous êtes pro Microsoft, pro ceci, pro cela ». Mais en fait, non, on est pro personne. Et quand tu parles d'actualité tech, nécessairement, tu es obligé d'adresser toutes ces marques. Donc, il y a une éducation aussi qui est à faire, importante pour nos internautes. Et c'est ce qui nous questionne régulièrement sur l'adaptation de nos interfaces, de nos chartes. Et ça, on en revient encore aux médias vivants qui grandit, qui évolue, qui a ses crises d'adolescence ou pas. Mais en tout cas, voilà. Donc, ça, c'est les trois piliers. La pub, la création de contenu ou le côté studio, agence, et le côté un peu plus e-commerce. Avant de terminer sur cette partie-là, forcément, tu l'as évoqué, pas de paywall, donc pas d'accès payant à aucun contenu. Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez ? Je sais qu'on avait évoqué le terme ensemble de membership, qui est un terme qui commence à être un peu à la mode pour les médias presse. Est-ce que c'est des modèles que vous regardez ? On regarde ça attentivement. En fait, c'est vrai que traditionnellement et historiquement, en fait, travaillant sur des enjeux de croissance par une présence sur des moteurs de recherche, sur des carrefours d'audience, c'est vrai que l'approche a toujours été d'être le plus ouvert possible. Après, l'un n'empêche pas l'autre. Il y a plein de façons un peu smart de mettre des paywalls, d'ouvrir ou pas des accès à des partenaires, à avoir effectivement 1, 2, 3 ou 4 articles. Mais j'ai toujours trouvé que c'était un peu frustrant pour l'internaute. C'était un petit peu, comment dire... après, voilà, c'est aussi comme ça que ça fonctionne. Quand tu crées de la frustration ou de l'envie pour quelque chose, nécessairement, tu amènes l'internaute à passer un cap. Mais j'ai toujours été aussi méfiant par rapport à... voilà, on a des beaux sujets, évidemment, on a des sujets exclusifs. Mais après, voilà, quelle est la force ? Est-ce qu'une marque, à quel niveau la marque est suffisante pour amener l'internaute en fait à payer pour un contenu qu'il ne peut pas trouver ailleurs ? Et ça, nous en fait, on s'est pas concentré historiquement sur ces contenus exclusifs. D'ailleurs, on avait tellement de travail, si je puis dire, sur des thématiques classiques ou des nouvelles thématiques ou des nouveaux réseaux que ces contenus exclusifs, ça n'a pas été notre priorité. Ça l'est un peu plus depuis 6 mois. On travaille sur beaucoup de formats exclusifs en termes texte, aussi en termes audio. Et on vient petit à petit à ce monde, effectivement, plutôt du membership que du paywall. C'est-à-dire, je pense qu'on n'aura jamais vraiment une offre extrêmement verrouillée en termes de paywall. Mais en fait, on va lancer là dans quelques semaines, peut-être même la semaine prochaine, on va lancer un espace en fait où les gens vont pouvoir s'abonner à Futura, en premier lieu pour supprimer la publicité, pour apporter un confort de lecture supplémentaire. Ça, pour nous, c'est une première expérience. Et en fait, c'est la première étape d'une stratégie qui est destinée à rapprocher un peu nos internautes du média et de leur proposer d'être plus acteurs, en tout cas de nos marques, de nos supports et de nos projets éditoriaux,
Euh, Ça peut être sur des formats, ça peut être sur des rendez-vous, ça peut être sur des lives. Donc il va y avoir des tests qui vont être menés sur un certain nombre de contenus aussi exclusifs. Mais je pense que on parle de marque, on parle de médias. Il y a une étude que je voulais te citer qui est sortie qui est sortie pas plus tard qu'il y a quelques jours sur effectivement la méfiance et la défiance. C'est l'édition 2021 du Trust Barometer d'Edelman, où en gros il y a une méfiance qui est importante. Il y a même les scientifiques qui ont perdu, je crois, 10 ou 15 points de confiance. Donc c'est une étude que je pourrais t'envoyer, que je crois que tu mets des petits liens, c'est intéressant. Donc il y a une vraie reconstruction en fait à faire dans la proximité avec nos internautes, globalement hein, au niveau des médias. Et c'est vrai que Futura, on a des forums, historiquement, qui ont été vraiment une belle expérience communautaire et qui le sont toujours. Et en fait, mon sujet principal dans les mois à venir, c'est d'arriver justement à rapprocher nos internautes, nos fans. C'est très bien Facebook d'avoir des fans sur les pages, mais c'est plus stratégique pour nous que nos fans ils soient dans notre giron et avec des comptes chez nous plutôt qu'en externe. Donc, Bien en sûr. gros, ce membership, ça va être progressif. Il va y avoir des niveaux. Et en fait, on va laisser aux internautes la possibilité de passer ces niveaux, d'être plus ou moins engagés en fait au sein de la marque en Hum. fonction de leur envie. Euh, et aussi, c'est le fruit d'une demande, hein, c'est-à-dire on a souvent des demandes d'internautes, la publicité c'est nécessaire, il y a de l'éducation à faire, et aujourd'hui on n'avait pas d'alternative. Quand un internaute nous dit il y a un petit peu trop de pub sur Futura, que faire? On n'a pas d'offre. Là, que ce soit pour les adblocks, que ce soit pour ces personnes-là, on va avoir une offre en place qui va leur permettre de passer ce cap. Est-ce qu'on va les convertir tous ou pas? Je n'en sais rien. Mais en tous les cas, ça va nous mener sur 3 4 mois à développer, je pense, quand même une base qui devrait être plutôt sympa et à expérimenter et d'aller vers un membership, effectivement, plutôt de participation, tu vois, au niveau du média, sur des projets éditoriaux. Est-ce que ça peut être des enquêtes? Est-ce que c'est des études? Est-ce que c'est avec la rédaction, sur des formats? Et ça, je trouve que moi, j'y crois beaucoup. C'est-à-dire que le média, c'est évidemment transmettre en tant qu'information. C'est pas qu'une info C'est descendante, ça. c'est une info. Il doit y avoir aussi un échange avec la communauté. Et moi, je suis assez d'accord avec toi. Pour moi, ça doit être un échange et même un échange entre vous et la communauté, mais aussi un échange la communauté entre elles. C'est C'est-à-dire ça. que faut qu'ils puissent. C'est pour ça que les forums, c'est génial, puissent se parler parce qu'en fait, on se sent vraiment fort dans une communauté que quand il y a un échange qui est possible, qui est actif, Mais etc. Donc, je pense que vous l'avez bien si compris tu ça. veux, aujourd'hui, en fait, la défiance l'évolution de la relation des lecteurs et des médias, c'est évidemment aussi lié à ce qu'est Internet aujourd'hui en tant que réseau par rapport aux informations, à la dispersion, à la puissance des fake news ou même des budgets. Hein. Je lisais une étude il y a en tout cas, où j'écoutais, je crois que c'était un reportage sur France 5 qui disait que il y a plus d'argent qui sont mis dans les fake news que dans la true news ou l'information qualitative. C'est-à-dire qu'il y a des puissances de lobby extrêmement importantes, principalement pour des enjeux politiques. Hein. Mais en gros, il y a une manipulation qui est faite et certains internautes en ont marre. Et en fait, sont aussi dans une quête de sens. Et je pense que Futura est une marque qui peut notamment apporter des réponses dans la quête de sens. On parle de science, on parle d'avenir, on parle de planète, on parle d'une bonne planète, de la transmettre à nos Mm. enfants en générations futures. Et je pense que c'est aussi pour ça que cette marque elle est intéressante dans ses développements. Et Bien sûr. ces projets, C'est des thématiques intéressantes, même pour des annonceurs aussi. exactement. Mm. C'est toujours intéressant de se positionner face à ces sujets-là qui sont porteurs d'avenir, effectivement. Je te propose qu'on passe à la partie Ouais. future. Moi, je voulais juste aborder un sujet, c'est la Mhm. blockchain. Euh, pour ceux qui n'en auraient jamais entendu parler, hein, c'est la technologie qui est derrière tout ce qui est Mhm. crypto-monnaie, les bitcoins. C'est une technologie de stockage, de transmission Mhm. d'informations qui est transparente, Mhm. sécurisée, parce qu'en fait, ça Décentralisé. fonctionne sans organe Décentralisé, ouais. de centralisé, Ouais. exactement, ça fonctionne sans organe de Mhm. contrôle.
Et je pense qu'on peut le dire, hein, ça va révolutionner, à mon avis, tous les secteurs C'est clair. industriels et autres dans les prochaines années. Donc les médias en font partie, évidemment. Il y a des milliers d'applications possibles. Notamment, on peut le citer par exemple pour sécuriser les droits, Ouais. faciliter le reversement des royalties, que ce soit pour les artistes, mais aussi pour peut-être les journalistes. Encore une fois, de façon automatique, sans intermédiaire. Ça permet aussi, ça pourra permettre de valider la paternité de certaines créations, Ouais. puisqu'en fait, on aurait comme une espèce de grand registre transparent avec l'antériorité des droits et des utilisations de textes, de création. Et puis, ça pourrait permettre notamment justement de prévenir, on t'en parlait, hein, des fake news ou des deepfakes. Mm, mm, Euh, mm, mm. Est-ce que vous suivez un peu ça à Futura, la blockchain au sens général, mais est-ce que peut-être tu as des exemples d'utilisation de la blockchain? Alors, c'est une thématique qu'on suit en termes technologiques, c'est-à-dire c'est une technologie, c'est une révolution en tout cas en cours, hein. Il y a des grandes vagues technologiques, hein, dans nos sociétés. Internet en était une. La blockchain, tu l'as très bien dit, par sa décentralisation et plein de qualités, a déjà révolutionné un certain nombre de secteurs et va le faire. Les services, en tout cas, le monde des assurances, les transactions financières. Et en fait, ça apporte de la libération. Ça coupe un petit peu à les intermédiaires. Ça a du bon, ça a du moins bon, hein. Des tiers de confiance, ça a Bien aussi une sûr. valeur et ça a aussi un intérêt. Donc, c'est comme dans tout, hein, tout n'est jamais à brûler. C'est une progression. Donc, ce que tu as souligné, deux rapports, en tous les cas, dans les médias, le côté droit d'auteur. Nous, on y est sensible, on va dire, de par les photos, de par nos textes, de par plein de sujets. Donc, de par la traçabilité, pardon, et le côté non Exactement, ouais. falsifiable, ça peut être un vrai plus. Il y a aussi toutes les logiques de micro-paiement, en tout cas que moi je regarde ou que j'observe. C'est, on parlait d'abonnement, on parle de membership, alors ça, combien c'est par mois, mais il y a aussi la logique de transaction au niveau des centimes. Tu veux accéder à un sujet, bah tiens, il te Exact. plaît, tu vas payer ça 5 centimes, 10 centimes. Il y a des Pour rappel aujourd'hui, enfin, juste pour rappel aujourd'hui, c'est vrai que dès qu'il y a une transaction bancaire, donc ça passe par des établissements bancaires qui doivent vérifier C'est ça. que la transaction est valable, etc. Ça a un coût. Ouais, Et le fait d'enlever en fait ces intermédiaires bancaires avec notamment les crypto-monnaies permet d'enlever tous ces frais c'est ça. qui fait que aujourd'hui des transactions à quelques centimes n'étaient pas rentables puisqu'en fait elles coûtaient plus cher à être traitées Ouais, que à ce qu'elles rapportaient. Et là, effectivement, avec des technologies comme la blockchain, on va enlever ces intermédiaires bancaires, on va pouvoir faire, comme tu le dis, des micro-paiements et donc pouvoir monétiser des choses qu'on ne pouvait pas monétiser c'est avant. ça. Alors le petit bémol, c'est il y a des blockchains aujourd'hui qui ont tellement de trafic que la moindre opération coûte des dizaines de dollars quand tu veux Ethereum en particulier, quand tu veux faire des transactions. Mais c'est ce qui démontre aussi que c'est un monde en pleine ébullition. C'est-à-dire que c'est des caps qui sont passés, il y a des technologies alternatives qui sont en train d'être montées pour faciliter ça. Donc voilà, la microtransaction, ça peut être un sujet. Il y a des barrières à l'entrée, hein, c'est des barrières technologiques, il y a de l'éducation. C'est comme dans tout, hein, Internet, les usages, il faut que ça rentre dans l'esprit des gens, dans leur culture. Et c'est pas non plus demain que les médias vont être révolutionnés par des microtransactions. Mais en tout cas, c'est une des Non, possibilités. et ça ouvre des perspectives. Exactement. Ça ouvre des perspectives. Donc, globalement, là, les usages, on fera, je pense, un épisode un peu plus complet là-dessus parce que c'est super Ouais. intéressant. Mais globalement, les usages, c'est effectivement donc le suivi des reversements ou en tout cas une meilleure traçabilité des paiements des Mm. royautés, la traçabilité aussi des news Ouais. et d'une photo, d'une vidéo, d'où elle vient, est-ce qu'elle est véridique, est-ce qu'on est capable de Mm. remonter jusqu'à son origine et de Mm, vérifier mm, son authenticité. Les micro-paiements, c'en est une autre. Il y a aussi peut-être un autre point qu'on pouvait comme ça énoncer, c'est autour de tout ce qui est Oui, publicitaire. oui, Donc, oui. sur la Mm. tech, ça va Sûr. être la possibilité, encore une fois, avec cette transparence entre un média et un Mm. annonceur de toute la data, parce Ah, qu'aujourd'hui, ça.
il y a des tiers de confiance, mais c'est vrai qu'il y a une espèce d'opacité sur tout ça, et notamment Facebook. Il y a eu des scandales il y a quelques années où en fait ils surfacturaient des choses, et ils disaient qu'il y avait eu je ne sais pas combien de millions de vues, alors qu'en Oui, fait il y en avait oui, eu oui. beaucoup moins. Donc il y a aussi peut-être cet Mais aspect-là hein, dans les il y a médias de la financés par la publicité. simplification en fait à importer, c'est-à-dire il y a des acteurs qui sont nécessaires sur du conseil, sur de la techno, mais c'est vrai que nous, les médias sont au bout de la chaîne en fait. Pas, quand on parle de publicité traditionnelle, hein, quand tu es en relation avec des agences, avec des marques, sur des opérations de communication plus directes ou contenu, c'est un petit peu différent. Mais quand tu parles de la publicité traditionnelle et le programmatique, quand tu prends tous les intermédiaires, Programmatique, ouais. en fait, que tu prends 100 euros, alors j'ai plus des chiffres récents en tête sur un petit peu le gâteau, mais à une époque, sur 100 euros, un média avait peut-être 10, 15, 20 euros hein, sur 100 parce que tu avais 10 qui partaient sur l'ad serving, sur le SSP, sur la data, sur l'agence, sur ceci, sur cela. Donc, il faut que tout le monde vive et se développe. Mais c'est vrai qu'au bout de la chaîne, le média qui fait tout le boulot, en fait, c'est-à-dire de produire des Le contenus, contenu, ouais. d'intéresser de l'audience, de les fidéliser, c'est vrai que je considère aujourd'hui l'équilibre, il n'est pas assez en notre faveur. Je pense que nos médias, quand tu regardes d'ailleurs, je regardais avant le podcast là, les revenus par utilisateur moyens entre les plateformes, entre les GAFA et entre les médias. Quand je compare mon ARPU à celui de Facebook et de Google, si je faisais 300 millions de visites en 2020 fois l'ARPU de Google, bon, La RPU, c'est l'average c'est revenu ça, per user, donc c'est voilà, le revenu moyen par qui est de utilisateur. plusieurs euros, hein. Ouais. Alors, c'était peut-être pas Mm. des chiffres extrêmement récents, mais en tout cas, c'est plutôt de l'ordre de quelques euros que de la dizaine de centimes ou du centime. Donc, il y a quand même un gap. Alors après, voilà, c'est des industries qui ne sont pas comparables. Mais ce que j'aimerais souligner sur la blockchain et ce que je trouve pertinent, c'est ce côté, en fait, décentralisation et remettre, c'est le web aussi, on n'a pas parlé, on pourrait en faire un numéro complet, hein, le web 3.0, ce côté, en tout Mm. cas, revenir aux fondamentaux du web, qui était très décentralisé, surtout hein, la puissance de la donnée, la puissance de l'infrastructure. Aujourd'hui, l'infrastructure web, elle est dans les mains de grands pouvoirs politiques et économiques, et couper Internet, c'est pas si compliqué que ça. Hein, demain, s'il y a des enjeux politiques mondiaux un peu compliqués. Donc, décentralisation, ça a de la vertu, et c'est le côté, ce que je te soulignais aussi, c'est rapprocher un peu le lecteur et l'individu des médias dans un rapport un peu plus sain, dans la valeur, dans la consommation, voilà, Plus transparent, exactement. etc. Bah écoute, je te rejoins absolument, et enfin faut qu'on fasse un épisode. C'est un Faudrait que je super sois sujet, un ouais. expert, mais c'est un super sujet. J'espère que ça donnera en tout cas l'occasion aux gens de creuser un peu plus toutes les applications de la blockchain sur Je les fais médias, juste parce une qu'on risque parenthèse, d'en un parler. dernier point, si les éditeurs veulent regarder, il y a tout ce qui est les Ouais. métaverses ou les mondes virtuels. On parle aussi beaucoup en ce moment des NFT sur l'art et en tout cas les ventes de tokens non fongibles à des dizaines de millions sur de l'art. Les métavers, c'est aussi des nouvelles expériences virtuelles. C'est l'économie digitale. C'est pas seulement acheter des épées, des magnifiques épées dans des jeux vidéo, mais il y a en tant que média toute une révolution qui est en cours dans ces univers virtuels. Et la blockchain est derrière tout ça en fait. Et donc il y a beaucoup de barrières. C'est des termes C'est- complexes. Ouais. Moi aussi et moi en particulier, il y a des sujets qui me font évidemment transpirer dans la compréhension. Mais c'est des révolutions qui vont venir. Ça va prendre du temps, mais c'est vrai qu'il y a une nouvelle économie qui est en train de se créer. Et il y a des marques hein, qui sont déjà les métavers, des jeux online, Decentraland, où ils achètent en fait des présences dans ces jeux. Alors je sais plus si c'est Starbucks ou d'autres, mais en gros, tu as une pseudo-économie qui est en train de se créer, hein, ou une vraie économie même qui est en train de se Bien créer. sûr. Ouais, ouais. C'était Ouais, dans la les minute jeux, j'ai culture. vu. Ouais, non, mais dans des jeux vidéo, j'avais vu effectivement, il y a déjà beaucoup de marques dans des jeux vidéo, mais ça va se Eh oui, 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 eh oui. démocratiser effectivement avec la possibilité d'être en direct avec des éditeurs, entre des annonceurs, des éditeurs, avec toute cette transparence. Donc, super. Écoute, on va continuer de creuser, c'est intéressant. Et puis, dernière petite question, puisque vous êtes quand même beaucoup dans les Hmm. technos. Euh,
sur les technologies, alors là, plus relatives à la création de contenu, Ouais. ou la façon dont on les consomme. Donc, peut-être je pouvais citer, on a déjà cité dans les épisodes précédents, mais tout ce qui est réalité virtuelle ou en podcast, tout ce qui est son Oui. binaural qui permettent en fait d'avoir voilà, c'est toutes ces technologies qui vont permettre de créer des nouvelles expériences pour les Mm, utilisateurs et peut-être des nouvelles mm, façons, mm, 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 mm. effectivement, de filmer ou de créer. Est-ce que vous, toi, il y a des choses que vous avez vues passer dans vos veilles ou ou peut-être même que vous intéressez pour vos propres Mm. contenus qui te semble intéressant de mentionner ici? Bah, il y a un terme que tu as employé que j'aime bien, c'est le côté expérience. C'est-à-dire que le journalisme, en tout cas le monde des médias, grâce aux technologies, en fait, c'est des nouveaux formats de narration qui se créent. Et du coup, c'est des nouvelles expériences pour le lecteur ou l'auditeur. Et en fait, là où c'est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a nos attentions qui sont en fait éparpillées toute la journée entre plein de flux d'informations. Et c'est vrai que ce que tu citais sur la réalité virtuelle, c'est que c'est très immersif. Et en fait, du coup, en fait, tu as une attention qui est dédiée à ça. Euh, et en fait, tu rentres et tu vis un sujet complètement. Donc, tu as des expériences qui ont été faites. Aujourd'hui, en plus, tu as une démocratisation des devices, des casques. Alors, ça reste quand même des choses encore relativement chères. Mais tu as beaucoup d'outils qui se développent. Tu as des expériences journalistiques, hein, tu as l'ONU qui est assez connue il y a quelques années, qui a fait une vidéo en réalité virtuelle avec, je crois que c'était en Syrie, une réfugiée qui faisait vivre en direct, pas en direct, mais qui faisait vivre un peu la situation. T'as des lives de journalistes qui ont été faits en réalité virtuelle où tu avais les flux des réseaux sociaux qui passaient à côté. Donc, je pense que en fait, tout est à faire. Tout est à faire. Il y a beaucoup de formats à inventer. Euh, nous, on les regarde, on va dire, avec discernement. On les regarde aussi à l'aune un peu des moyens qu'on peut avoir. C'est-à-dire que je pense à l'époque au 360, tu vois, sur YouTube quand c'est apparu. Heureusement qu'on n'a pas surinvesti sur un sujet vidéo en 360, parce que c'est pas non plus quelque chose qui a explosé. Mm. Donc, on essaie de le faire de manière opportuniste, en testant, et après en investissant Mm. progressivement en fonction des retours. Mais clairement, la réalité virtuelle, ou même plus que la réalité virtuelle, c'est la réalité augmentée. C'est-à-dire que on Mm. a tous maintenant des smartphones qui sont puissants. Il y a la 5G, des flux d'informations et des débits extrêmement rapides qui vont permettre aux journalistes et aux médias de faire vivre à leurs lecteurs des expériences à l'avenir extrêmement poussées. Tu sais, c'est les classiques du tourisme. Quand tu passes devant un monument, tu peux en réalité augmenter, voir plein de choses. Mais où c'était, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait Snapchat aussi qui faisait des choses chouettes avec Game of Thrones, je crois, à New York, où quand tu te snappais devant un bâtiment, tu avais un dragon qui sautait au-dessus de toi, je crois. Donc, réalité Mm. augmentée, réalité virtuelle, ça c'est sûr. Après, avant de faire une production en réalité augmentée, c'est aussi des moyens importants, je pense, en termes de studio, en Oui, termes de, oui. Et après, il y a une question de de coût. production. Bien sûr, il y a une question de coût. Ouais. Mais je pense enfin, moi, je suis assez d'accord avec toi aussi, c'est que je pense qu'on va vers plus d'expérience. Tu parlais des reverse world ou des mondes un peu des mondes virtuels, ce genre de choses. On va aller de plus en plus vers de Ouais, ouais, l'expérience. ouais. On va pas être juste sur de la consommation C'est ça. passive, mais on va être aussi peut-être sur de l'expérientiel, où on va être un peu plus actif aussi dans les contenus, peut-être. Euh, et donc ça va donner lieu à pas mal de nouvelles façons Exactement. de Mm. produire et de consommer. Il y a un petit mot Euh, qui est important aussi, ouais. tout ce qui est mémorisation. C'est-à-dire quand tu es avec un casque ou quand tu vis quelque chose, c'est même le côté audio, hein, tu parlais du binaural, etc. Quand tu es avec ton Mm. casque tranquille, posé, audio ou VR, en gros, tu vis à 100% les expériences et t'as une capacité de mémorisation qui est accrue, hein. Je crois que c'est 90% dans la VR, ce qui a été mesuré dans des études, quand tu compares ça à d'autres types de médias ou de supports, c'est très très important. Ouais. Au-delà du côté C'est divertissant, ça. il y a aussi une vraie Pour l'éducation, application hein. dans l'éducation et
Et puis dans l'éducation au Formation, sens ouais. large, quoi. Ouais. Donc, formation, donc effectivement, c'est intéressant à souligner. On passe rapidement aux questions de la Je t'en prie. fin. Est-ce, est-ce que tu as un petit livre ou plusieurs livres à recommander sur le monde des médias, sur le futur, sur la science? Alors sur les livres, je suis assez éloigné, on va dire, des médias, en tout cas au niveau métier, au niveau industrie. Moi, ce que j'aime bien lire, c'est plutôt soit des livres de science-fiction sur des auteurs, en tout cas plus classiques ou un peu plus récents. Mais j'aime bien aussi, et les livres que je voulais citer, c'est les livres un petit peu politiques ou d'enquête journalistique. Il y a les mémoires de Snowden, qui était, je pense, mémoire vive, qui était vraiment un super livre. On parle de data pour le coup, on parle de plein de choses, de contre-pouvoir. Donc ça, je trouvais que c'était un livre intéressant. Il y a un livre récent Ouais. qui s'appelle Argent sale, la traque, qui est aussi une enquête sur. Alors pour le coup, c'est là on parle de blanchiment d'argent, hein. Mais quand on parle de réseau et d'économie, c'est un livre qui est plutôt chouette. Après, il y a, je vais peut-être pas en citer trop, mais il y a un, un roman qui est vraiment, vraiment sympa. C'est Là où chantent les écrevisses. Donc, c'est une belle histoire Ok. qui permet, pour le coup, de bien déconnecter des enjeux De économiques s'évader. et de s'évader. Ouais. Et après, il y a même notre cher Bill, hein, Bill Gates, qui a sorti un livre assez intéressant, Bill ouais, Gates? sur le climat, qui s'appelle Climat, comment éviter un désastre, qui est un livre très récent, qui est sorti il y a quelques semaines, là. Et il est intéressant. On aime ou on n'aime pas le personnage, mais c'est quelqu'un qui a des réflexions et qui, je pense, peuvent participer à ce qui est un peu aussi la mission de Futura, c'est qu'on n'est pas là pour dire c'est bien, c'est pas bien. On est là pour amener un petit peu des pierres et de l'information au débat. Et donc, Bill Gates participe, je pense, un peu à ça avec plein d'autres. Mais voilà, il a des fois des ouvrages qui sont intéressants. Celui sur le climat, il est plutôt sympa sur les solutions un peu d'avenir. Génial. Euh, Dernière question, donc pour les personnes qui écoutent ce Ouais. podcast et qui ont un projet au sens large de médias, de Mhm. contenu, est-ce que tu aurais un conseil à donner? Bah, j'ai un conseil simple un peu qui a été le mien durant toutes ces années, c'est de suivre son instinct. C'est au-delà des médias. En tant qu'entrepreneur, à un moment donné, on sent des choses. On a des fois une espèce de petite musique qui tourne. Donc je pense faut déjà suivre son instinct et après faut tester. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les médias, c'est vraiment, sur beaucoup. Il y a plein de façons de rentrer dans l'univers des médias. Faut pas nécessairement avoir fait des études dans un secteur ou avoir ou lever des fonds, ou avoir des millions d'euros. C'est d'arriver à construire oui, des formats intéressants de narration, si possible de manière la plus objective et la moins manipulatrice possible, tant qu'à faire, pour proposer une bonne info. La qualité de l'info aujourd'hui, c'est quand même important. Mais voilà, je pense faut suivre son instinct, faut suivre l'époque aussi. C'est-à-dire, à l'époque, elle évolue, il y a des choses qui marchent très bien aujourd'hui. Faut tester, hein. Toi, c'est ce que tu fais aussi très bien, je pense, avec ton format, l'audio, le podcast, c'est un rendez-vous spécialisé. Donc, c'est pas non plus, il n'y a pas de barrière à l'entrée, en fait. On peut facilement tester des choses. Historiquement, on a eu des fois des petits échos, des petites secousses de marques, d'entreprises voilà, qui auraient pu nous laisser penser qu'au bon, ok, on était petit, indépendant, donc on n'y arriverait pas ou ça serait trop difficile. Mais en fait, non. Tu peux toujours émerger. C'est pas parce qu'il y a des gros acteurs en place que tu ne peux pas construire une offre alternative, différente, complémentaire. C'est pas seulement ce qui est un petit peu un cliché, hein, David contre Goliath, mais c'est surtout s'amuser et essayer de construire un projet qui soit intéressant, qui fasse du sens. Mais en tout cas, faut y aller. Il y a de la place pour tous les projets, je pense. Ok, bah, merci pour ces paroles positives, pour tout ce partage.
Merci Oui. Guillaume, bon courage, bonne continuation avec Futura. On va suivre de près tout vos Ah, futurs développements. c'est une très belle Et année puis, pour suivre Futura. Les 20 ans, il y a beaucoup de choses à venir. merci à tous ceux qui nous écoutent, ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Merci pour votre fidélité. Merci de continuer à suivre le podcast. On est de plus en plus nombreux, donc c'est toujours super agréable à voir. Il faut des N'hésitez pas à commentaires, c'est partager ça, sur les surtout. podcasts. Il faut laisser des commentaires. Ouais, il faut laisser des commentaires sur Apple C'est Podcasts ça. notamment et les 5 étoiles. Vraiment, vous n'avez pas idée à quel point ça peut nous aider. Et surtout partager aussi, parce que c'est le bouche à oreille qui fonctionne beaucoup. Partagez à ceux qui vous pensez que ça peut intéresser. On vous remerciera jamais assez. Voilà, merci encore. Et puis dans 2 semaines pour le prochain épisode. Merci d'avoir écouté. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner sur vos sites de podcast préférés et surtout de mettre une note, 5 étoiles de préférence, dans la section notes et avis d'Apple Podcast. C'est ce qui m'aide vraiment à faire découvrir We Are All Media. Bien sûr, vous pouvez contribuer aussi en envoyant ce podcast à vos proches. C'est grâce à vous et au bouche à oreille que nous pourrons développer ce format. À la semaine prochaine.